Mes chers camarades, bienvenue dans Bene FM TV, l'émission d'actualité de Nota Bene et de l'histoire, et oui. En ce mois de mai, nous allons faire le récap de ce qui s'est passé sur tous les réseaux Nota Bene en avril, pour être sûr de rien louper. Et puis en même temps, je vais pouvoir vous teaser un petit peu, comme d'habitude, les différents projets, vous tenir au courant de ce qui se passe dans l'équipe. On va pouvoir évidemment se faire une petite review de certains articles qui sont parus et qui parlent d'histoire ou d'archéologie. Je pourrais également vous conseiller quelques bouquins, parce que lire c'est quand même pas mal, hein, et puis c'est complémentaire de regarder des vidéos. Et puis on ira aussi faire un petit tour du côté des sorties jeux vidéo, cinéma, exposition qui parle d'histoire, bref, un joli programme. Et comme d'habitude, je n'ai pas d'habillage. Donc j'ai pas de générique et j'ai pas de rubricage non plus. Mais, Valentin, qui se charge du montage, va s'en charger, bien évidemment. Valentin, il fait des très beaux génériques improvisés. On peut applaudir Valentin, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci sur YouTube ? Eh bien, si nous regardons un petit peu ce qui s'est passé sur YouTube ce mois-ci, on a eu pas mal de sorties et surtout, on a atteint un chiffre un petit peu symbolique. Vous le savez, la réponse à la question que tout le monde se pose, la question avec la réponse, 42. 42, c'est le nombre de vidéos qui ont atteint 1 million de vues sur la chaîne Nota Bene, voilà. Donc on a 42 vidéos qui font plus d'1 million de vues sur Nota Bene, c'est cool. Voilà, fallait le fêter. Alors ce mois-ci, on a commencé le mois avec une vidéo sur l'indépendance irlandaise. Ça vous a beaucoup plu, 350 000 vues. On est très content du résultat. Et d'ailleurs, en travaillant sur ce script qui a été préparé avec Lucas Pacotte, moi ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, avant même que ça soit diffusé, je pense que ce qui va intéresser les gens aussi, ça va être de pouvoir revenir sur les conflits nord-irlandais avec l'IRA, tout ça. Et du coup, sachez que Lucas est en train va bosser dans l'année sur la suite de cette série. On a eu un premier épisode sur la grande famine irlandaise qui a alimenté une bonne partie de cette révolte, on va dire, qui va pousser jusqu'à l'indépendance irlandaise. Et puis donc on va continuer cette série avec les conflits en Irlande et notamment avec l'IRA, ça va être vraiment chouette. On a eu aussi ce format sur les objets insolites, deuxième format des objets insolites. On a découvert cet objet qui n'est pas une luge. Alors le format, voilà, fait pas beaucoup de vues par rapport à d'autres, mais le format est nouveau et puis moi ça me plaît bien, et de toute façon on va le continuer. Un format qui est en partenariat avec le copain du web qui travaille avec Kali, qui est à la prod, pour sélectionner ces différents objets et me les envoyer. J'ai toujours l'air d'un singe pas très malin quand je découvre ces objets, mais moi ça me fait marrer. Et puis je trouve que surtout on plonge vraiment dans le concret, de l'histoire, avoir des objets qui sentent l'histoire. C'était le cas de cet objet dont je me suis débarrassé d'ailleurs, parce qu'on les fait gagner sur Instagram, parce que c'est vrai que c'est un petit peu encombrant. J'ai reçu une photo tout à l'heure d'ailleurs. On a la personne qui a gagné cet objet. Je dis pas ce que c'est parce que si vous l'avez pas vu, il faut aller voir la vidéo. Cette personne qui a gagné, qui est fleuriste il me semble, et qui va utiliser cet objet dans le cadre de la décoration de sa boutique. Donc ça c'est chouette. Voilà, on a eu de l'histoire qu'a vécu et en plus on la réutilise. Donc c'est top. On a un chat qui est dedans. Voilà, donc c'est bien arrivé quelque part. Ensuite, on a eu l'armée de terre cuite, ça a cartonné, 445 000 vues, c'est formidable. On continue donc ce voyage en Chine. On avait beaucoup de clichés à défoncer là-dessus. Très content d'avoir une fois de plus fait cet épisode avec Arnaud Bertrand, archéologue spécialisé en Chine. C'est avec lui qu'on avait initié cette série sur les rapports entre Occident et Empire chinois durant l'Antiquité. Il y aura d'autres épisodes qui vont suivre bien évidemment sur cette série, ça va être vachement bien. J'en profite au passage pour vous annoncer qu'avec Arnaud on discute quand même beaucoup. Arnaud qui est au sein de l'association française des amis de l'Orient, la FAO, et on a décidé ensemble de lancer un partenariat entre nos deux structures, entre Nota Bene et la FAO, qu'on va mettre en œuvre sur la chaîne bonus, Nota Bonus, et donc on va tenter de faire des épisodes qui
qui font 4-5 minutes, un par mois, sur un objet archéologique. Le premier qui est prévu pour cette série, ça sera un épisode sur un Bouddha du 7e siècle qui a été retrouvé en Suède dans des fouilles archéologiques et on verra pourquoi. Ensuite, Merlin était-il un être maléfique? Un épisode écrit avec William Blanc, hein, comme d'habitude, quand il y a un peu de fantasy ou de médiévalisme sur la chaîne, ça sent le William Blanc, hein, quand même. Donc c'est avec lui qu'on a fait cet épisode, Merlin était maléfique. On revient sur la littérature médiévale, on essaye de détricoter un petit peu la figure de Merlin et de le montrer sous un autre jour, puisque la figure de Merlin dans la littérature a évolué, évidemment, comme beaucoup d'autres personnages d'ailleurs, hein, au cours des siècles, parce que en fonction du moment, il est plus pertinent de présenter tel ou tel personnage de telle ou telle manière pour servir son propos. Pourquoi y a-t-il toujours des travaux sur les lignes de train? Cet épisode-là, avec la SNCF, on l'a initié il y a 2 ans. Il y a 2 ans, la SNCF a pris contact avec moi, elle m'a dit ouais ça serait cool qu'on fasse un truc, et on a beaucoup réfléchi, on a discuté, et puis il a fallu mobiliser pas mal de moyens. Il est encore en tendance, tiens d'ailleurs c'est cool, je m'attendais vraiment pas à ce que ça marche autant, on est à 375 000 vues, c'est incroyable. Des 10 dernières vidéos, c'est celle qui a le mieux fonctionné, qui fait le plus de vues. Et franchement je suis content parce que voilà, c'est un projet qui a été suivi pendant près de 2 ans. On a eu quelques galères avec le Covid, avec tout ça, même au niveau du tournage c'était compliqué de trouver un créneau. D'un point de vue iconographique, il y a une recherche en termes d'archives qui a été très complète, très compliquée, et ça on le doit à Noémie. Noémie qui a travaillé pendant plusieurs mois chez Nota Bene et qui a fait vraiment un taf incroyable. Noémie qui nous a quittés depuis. Là, elle est partie vers d'autres terres, mais vraiment, on salue son taf parce que c'était génial quoi. Le premier script de Noémie, ça avait été Pompéi, où il y avait déjà un très gros travail iconographique qui avait été fait. Là, sur cet épisode de SNCF, on peut considérer qu'elle a passé 1 mois et demi, 2 mois à temps plein pour les recherches iconographiques, à démarcher les différents services, à essayer de négocier pour avoir les archives. C'est un vrai boulot. On est vraiment super content de voir l'accueil que ça a, parce que c'est un épisode vraiment qui touche à du social, à de l'urbanisme, à de la technologie, à vraiment plein de choses. J'en profite au passage parce que ça concerne le travail de Nota Bene en général et la chaîne YouTube. On accueille aussi de façon temporaire, hein, c'est pour une mission temporaire sur Nota Bene, Niché qui va travailler à une mission un petit peu ardue. De notre côté, Nota Bene, ça fait bientôt 7 ans qu'on travaille sur l'émission, 7 ans de reportage aussi, où on a plein de plans super beaux dans plein d'endroits. On a 3 serveurs, en tout on a plus de 30 Tera de données à la maison, et c'est quand même ballot qu'ils soient pas valorisés ces plans là. Et oui, et moi ce que j'avais envie de faire, c'est de pouvoir me dire bah voilà, avec tout ce qu'on a filmé, j'ai envie de me créer une vidéothèque, des stock shots de tout ce qu'on a pu filmer en 7 ans, pour que l'équipe iconographie derrière qui travaille sur les différents épisodes puisse se resservir de toutes les images qu'on a filmées et qui parfois n'ont jamais été diffusées dans les différents épisodes Nota Bene. Donc le boulot de Niché, ça va être de pouvoir reprendre 7 ans de tournage de reportage, de regarder absolument tout ce qu'on a filmé en 7 ans et de sélectionner les jolis plans qu'elle va pouvoir nous ranger dans des petits dossiers pour que la team iconographie puisse se dire bah tiens, à un moment donné on évoque je sais pas, la cathédrale d'Amiens. On sait qu'on l'a filmé, hop je vais aller dedans, j'ai tous les plans de la cathédrale d'Amiens. Je veux un plan juste où je vois des arbres de la forêt pour évoquer, je sais pas, la magie de la forêt dans un épisode avec William Blanc sur le médiévalisme par exemple. Eh bien je tape forêt dans notre petit drive et là j'ai tous les plans avec des beaux arbres qui peuvent sortir. Bon, et ben ça va être le taf absolument gargantuesque qui l'attend, et donc on lui souhaite bien du courage. En tout cas voilà, on est là pour elle, on est derrière elle et on la soutient très très fort. Passons à Nota Bonus, le générique. Valentin, on compte sur toi.
Nota bonus, qu'est-ce qui s'est passé sur Nota bonus? On a eu la rediffusion de l'entretien avec Eric Fournier, la mémoire de la commune. Un live de 2 heures avec Eric qui a travaillé beaucoup sur la commune et qui revient avec nous. Alors pendant 20 minutes il revient un petit peu sur la commune, le contexte et tout pour qu'on se remette un petit peu dans le bain, mais surtout sur les enjeux mémoriels autour de la commune. Voilà, c'était un live qui vous a particulièrement plu et donc je suis content que la rediff soit enfin là sur Nota bonus. On a eu d'autres interviews aussi qui ont été rediffusées. Alors on a fait un live travaillé dans le jeu vidéo avec des étudiants, des anciens étudiants de l'ETPA qui est une école de jeux vidéo. Donc c'était un live qui était sponsor, l'ETPA qui m'a contacté et qui voulait mettre en avant tout simplement leur formation. Donc on a pu discuter un petit peu, voir quand on a envie de bosser dans le jeu vidéo, bah, comment on s'y prend, vers quelle école on se dirige, parce que les écoles il y en a plein et en plus bah, souvent c'est pas gratuit, hein, c'est des écoles qui sont privées, alors comment bien choisir son école et puis surtout qu'est-ce qu'on apprend au sein de ces écoles là. On est revenu sur leurs projets surtout de dernière année, puisque là bah, de leur côté ils apprenaient à faire un jeu de A à Z, donc c'était plutôt cool. On en a profité pour revenir aussi sur certaines questions qui sont liées à l'actualité autour du jeu vidéo. Dernièrement, il y a encore eu des enquêtes qui sont sorties sur la culture du crunch à l'intérieur des entreprises et des écoles aussi de jeux vidéo d'ailleurs. Le fait de pousser les étudiants à bout vraiment et jusqu'au burn-out pour travailler et sortir des jeux. Donc on a évoqué le sujet là-dedans parce que c'était hyper intéressant. Et je précise d'ailleurs hein, qu'à l'ETPA, quand ils m'ont dit on fait un live là-dessus, je leur ai dit ok, pas de problème. Entre temps est sorti le dossier et je leur ai dit je vous préviens, moi je fais le live, mais il y a un dossier qui est sorti, il y a même 2 dossiers qui sont sortis dans la presse concernant la culture du crunch dans les écoles de jeux vidéo notamment. Moi, c'est un sujet qu'on va aborder quoi qu'il arrive, sinon je fais pas louper. Et ils m'ont dit nous, il n'y a aucun problème pour aborder ces sujets-là parce que c'est des sujets qui sont importants. Donc je tiens quand même à le souligner. J'ai eu la chance, assez incroyable, de faire une autre sponsor avec Audible qui m'a contacté via le biais d'Amélie Nothomb. En fait, Amélie Nothomb, la romancière belge, qui a vendu plus de 20 millions de bouquins, a sorti un documentaire audio sur la mythologie, ça s'appelle La Divine Comédie d'Amélie Nothomb, où elle parle de mythologie nordique, latine, grecque et chrétienne forcément. Et donc c'est le premier documentaire audio de chez Audible. Et en fait, quand Audible a commencé à travailler avec Amélie Nothomb et ils lui ont dit bon bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour parler un petit peu, j'en suis très flatté, mais Amélie Nothomb, elle a dit bah moi j'aimerais bien bosser avec Nota Bene, donc j'étais très très heureux. Et je lui ai dit bah oui, faut qu'on se parle, faisons une interview, moi je suis trop chaud. Et donc on a fait cette interview avec Amélie Nothomb dans le cadre de ce projet Audible. Ça fait quelque chose hein, quand même quand tu rencontres des gens comme ça. Voilà, je pourrais dire à mes petits enfants j'ai interviewé Amélie Nothomb, même qu'elle m'a invité à son enterrement. Soyez à mon enterrement, car il y aura du tout. Ensuite, on a sur cette chaîne bonus, on a pu tester le jeu de société Nidavellir. Alors Nidavellir, c'est quoi? C'est un jeu de plateau, voilà, avec des nains. Vous le savez, sur Twitch, on fait de plus en plus avec Kali du Lego, des jeux de plateau, etc. Et donc là, on avait reçu ce jeu-là, Nidavellir, qui à la base nous avait contacté pour faire un petit peu de com sur Instagram. Et puis du coup, le jeu nous a plu et on s'est dit bah vas-y, on va se faire un petit live Twitch sur le truc pour le découvrir. Et je pense que dans l'avenir, on va essayer de tester un peu plus des jeux de plateau parce que c'était super sympa. On a fait un truc sur l'accès aux archives avec un nouveau projet de loi et un gros problème pour les historiens. Je vous laisserai aller voir la vidéo. C'est une vidéo qui est importante. D'ailleurs, elle a fait 120 000 vues sur la chaîne bonus. C'est absolument énorme, on a halluciné depuis quelques temps maintenant, hein, ça date pas d'il y a une semaine, de plus en plus un souci qui se pose via la législation pour l'accès à certaines archives qui pouvaient être déclassifiées, et maintenant l'accès aux archives se fait de plus en plus compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas refaire la vidéo, mais n'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qui a été
initié par Quentin de la chaîne Sur le Champ, qui est vraiment super bien. J'avais déjà entendu parler de ce projet de loi, de la difficulté d'accès aux archives de certains historiens, et même de la détresse de certains archivistes. Donc j'en avais parlé un peu sur Twitter, mais là il y a Quentin qui m'a contacté il y a pas très longtemps et qui m'a dit bah voilà, moi je fais une vidéo, un truc de 22 minutes avec des interviews sur ma chaîne, et je me dis que ça serait bien que ça soit que le sujet en tout cas soit partagé au plus grand nombre. Est-ce que ça te dirait pas de faire un truc sur ta chaîne? Moi je te file tout ce que j'ai pu écrire et que j'ai blindé avec des assauts de défense des archivistes et tout, et puis t'en fais ce que tu veux. Donc moi je lui dis bien sûr, pas de problème. Donc Banzai. Et j'ai repris cette vidéo dans une version condensée de 8-9 minutes, et bien sûr je vous invite à aller voir celle de Quentin de Sur le Champ, qui est bien plus complète que la mienne. Moi c'était vraiment pour pouvoir passer le message aussi. Enfin, sur la chaîne bonus, nouveau format qui a suscité pas mal d'interrogations quand même, et d'ailleurs on a vu beaucoup de gens se plaindre sur Twitter, mais en même temps sur Twitter, qu'est-ce qu'on fait à part se plaindre, hein les amis? Je sais pas, Twitter c'est quand même fait pour ça, non? Bon, alors, le format des shorts. Sur la vignette, je teste les shorts. Beaucoup de gens ont été déçus parce qu'ils pensaient que j'allais porter des shorts. Malheureusement, non. D'ailleurs, on voit souvent pas en dessous moi, hein, et le fait est que je peux être en caleçon, vous le saurez jamais. Donc, c'était pas ça le but du format. Pas du tout. Les shorts, c'est donc un format court qui débarque sur YouTube. C'est un format qui doit faire moins d'1 minute et qui doit être posté en vertical. Alors, bien sûr, personne nous impose de faire ce format-là. C'est clair. Pourquoi ils lancent ça? Pour concurrencer TikTok et Instagram, tout simplement. Ils veulent aller sur leur plate-bande. Tout le monde se bat en ce moment pour avoir les mêmes trucs. D'ailleurs, on voit sur Instagram, quand TikTok a commencé à exploser, ils ont sorti un format qui était similaire parce qu'ils veulent les concurrencer. Bon, YouTube, ils font exactement la même chose. C'est fait pour. L'avantage que ça va avoir, c'est que vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, ça booste quand même pas mal les chaînes, a priori, et ça permet d'être diffusé et de se faire connaître auprès d'un plus grand nombre. J'ai décidé de pas le faire sur la chaîne principale parce que chaîne principale, il y a un certain niveau d'exigence de qualité, de durée d'épisode, etc. Sur la chaîne bonus, en revanche, on met un petit peu tout. Il y a des épisodes de 2 heures, il y a des trucs qui parlent même pas d'histoire, il y a des trucs où je vais faire des vlogs où vous parlez un petit peu des dessous de YouTube, et donc là je me suis dit, bah c'est peut-être l'endroit pour tester effectivement les shorts. C'est le format qu'on fait sur TikTok et sur Instagram depuis 1 an maintenant, qui marche bien, qui réunit plein de gens. C'est-à-dire que sur Instagram, là, on a des épisodes courts comme ça qui font 40 000 vues. Et c'est vraiment chouette. Voilà, c'est en plus, on n'a rien à perdre, c'est vendu. Ah, on voit le haut de mon crâne, c'est de toute beauté. Sur Twitch, on fait pas mal de trucs. Là, on a commencé, vous le savez, on fait du Lego, on fait des soirées Lego. On a commencé le Lego Faucon Millennium. On l'a commencé le 3 mai au soir, hein, parce que May the Force be with you, bien évidemment. Donc on a fêté ça, on a fêté le 4 mai à minuit, comme il se devait, sur ce stream Lego. On va avoir beaucoup de live Lego Faucon Millennium. C'est l'occasion souvent de discuter, de passer plein de moments rigolos, de vivre des situations totalement insolites. On a passé les 50 000 followers sur Twitch, c'est grâce à vous, merci beaucoup. Et pour ceux qui suivent la chaîne régulièrement, vous le savez, on avait un goal qu'on s'était donné à 50 000 followers, et ce goal, ce défi, c'était de se faire une raclette party tous ensemble en se mettant sur 131. Donc avec Kali, on est en train d'essayer de regarder notre planning qui est monstrueux, et on va bientôt communiquer sur tous les réseaux et on va organiser une raclette party sur Twitch. Le but du jeu, nous on se met en costard, on se fait une petite raclette. De votre côté, chez vous, si vous êtes chaud, vous faites une petite raclette aussi et on partage une raclette tous ensemble, dans la bonne humeur, un soir, à 21 h. Voilà, on bouffe tous ensemble, on discute et on s'enjaille. On a pu avoir des trucs un peu sympas aussi sur Twitch. Là, on a eu 2 interviews qui étaient rigolotes. On a eu Tagada Jones, déjà le groupe de métal qui est venu sur la chaîne, et on a pu parler histoire, métal, politique, comment ils se sont forgés aussi leur conscience politique. Est-ce que l'histoire les a aidés là-dedans? Bon, on a eu des discussions un petit peu rigolotes. C'était très détendu et c'était vraiment chouette de les avoir. Moi qui écoute Tagada Jones depuis des années maintenant, ça m'a fait vraiment plaisir de les recevoir en live. On a pu aussi avoir une interview d'Arnaud Bertrand, justement, dont je parlais tout à l'heure, archéologue, sinologue, spécialisé donc sur la Chine. Un entretien sur la fondation de l'Empire chinois. Et ça a été un live incroyable. On a eu plus de 6000 personnes à un moment donné en même temps pour parler
de la fondation de cet empire. On a battu le record de spectateurs uniques puisque en l'espace de 2 heures, il y a plus de 100 000 personnes qui sont passées sur le live, donc incroyable. Je veux dire, live d'histoire de 2 heures sur Twitch, on a fait 100 000 personnes. C'est débile. Alors quand je dis c'est débile, hein, c'est une expression pour moi de dire ouais c'est génial, mais ça a aucun sens, tellement c'est trop bien. Mais j'étais hyper content. Ensuite sur Twitch, on a fait aussi un petit peu de montage en direct avec cet épisode sur les Gaulois que je n'arrive pas à finir. Ça fait 1 an que je suis dessus et vu que j'ai pas le temps de bosser sur le montage, c'est compliqué. Mais ça me tient à cœur, j'ai envie de le faire tout seul et voilà. Je sais pas si j'y arriverai, mais il faut que ça sorte cette année. Donc là je m'étais mis un petit coup de pied aux fesses en le faisant en live avec vous. On a testé un petit peu, on a replongé en Outre-Terre sur la bêta de World of Warcraft Burning Crusade. C'était sympatoche aussi, ça m'a rappelé pas mal de bons souvenirs, voilà. Puis on a fait du live hold fast, on a fait pas mal de choses, on a fait du Mysterium aussi ici avec Manon Bril et puis Charlie Danger. C'est une autre histoire et les revues du monde, c'était bien sympa aussi. Sur Twitch on a aussi pu faire du Fraggle-Spiel avec les camarades de la team de Falcon Crew, Davy Mourier. Alors Falcon Crew, hein, c'est la team de vidéastes regroupée par la marque Aorus, qui est le partenaire technique de l'émission et qu'on salue. Et donc il m'avait invité sur Fraggle-Spiel avec Manon Bril justement. Il y avait aussi Magla, la streameuse, et puis Gaël Mektoub. Et donc on a joué ensemble à Fraggle-Spiel. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la rediff de ce jeu complètement déjanté de quiz totalement absurde sur la chaîne de Davy Mourier. Qu'est-ce qui s'est passé sur Instagram au mois d'avril? Beaucoup de choses. Tous les lundis en ce moment sur Instagram, on sort des petits formats qui font 1 minute sur Game of Thrones, parce que ça fait quand même 10 ans maintenant que Game of Thrones a commencé. C'est juste ouf. Donc là, on vous a fait des petits trucs, Daenerys et Spartacus, la mort de Viserys. Est-ce que c'est tiré de l'histoire ou pas? Oui. Évidemment que c'est tiré de l'histoire. Donc tous les lundis en ce moment, une petite pastille sur Game of Thrones et l'histoire, ça fait plaisir. On a toujours aussi des analyses de tableaux, hein. On fait un peu d'histoire de l'art quand même sur Instagram, c'est sympa. Là par exemple, on a eu un tableau en la Sacrista de Joaquin Sorala, où on voit 2 prêtres qui fument dans une église, sachant que fumer dans les églises, hein, c'était interdit par le pape Urbain VII, sous peine d'excommunication, ou d'excommunion, on dit les deux d'ailleurs. Et donc on revient sur cette peinture qui est très très belle. Le post a d'ailleurs bien marché. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu d'histoire de l'art, c'est cool aussi sur Instagram, sachant que sur Instagram on raconte un peu notre life aussi, parce que pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. Par exemple, je peux vous montrer que j'ai eu un nouveau bureau. Regardez, c'est le bureau sur lequel je suis actuellement. Je me suis acheté un vrai bureau de patron. Et donc là, au mur, pour l'instant, vous avez encore ces mousses que vous voyez sur la photo, mais en réalité, je vais en rajouter plein d'autres. Je vais rajouter aussi, il y a des lumières qu'on a rajoutées. J'ai remis mon setup de stream et tout. Enfin, c'est vraiment cool et ça permet quand même de bosser dans de bonnes conditions, parce que mine de rien, je passe mes journées et mes nuits sur ce setup, donc faut être confort et ça fait plaisir. Vous avez été aussi nombreux à suivre nos aventures en story. On vous l'a dit, on a rénové on a fait des travaux dans tout le sous-sol pour les transformer en bureau, parce que on passe notre temps à travailler là-dedans. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur les fameux rideaux qu'on a installés. En fait, il y a un espace où Kali est en train de travailler, moi le studio d'enregistrement, et qui est aussi l'espace où je travaille. Et en gros, on avait besoin de créer un maximum de tampons sonores entre les deux pour que je puisse tourner pendant qu'elle est à côté et que par exemple elle parle pour des rendez-vous ou autre, ou même le soir, moi quand je gueule en stream, que ça réveille pas toute la baraque. Donc on a installé ces fameux rideaux et on vous tient un jour effectivement de l'installation du différent setup, parce que c'est cool, et puis que peut-être que vous pouvez en avoir besoin aussi. Donc voilà, les fameux rideaux qui coûtent une blinde, hein, mais qui sont vraiment hyper utiles. Alors TikTok, bon, comme d'habitude, l'algorithme est un peu pété, on sait pas trop ce qui se passe. On a encore des vidéos qui font 2000 vues, alors que d'autres font beaucoup plus. Dernièrement, on a fait celle-là, là, qui a fait 82 000 vues. Alors, en même temps, on parle de caca dans les tranchées, donc forcément, ça fait des vues, hein, bien sûr. Mais on a passé le cap des 150 000 abonnés sur TikTok, donc on est très content. Et on se rapproche de plus en plus du million de j'aime.
Voilà. Donc c'est cool, c'est cool aussi. La revue de presse, tout de suite, jingle Valentin. La revue de presse. Merci pour ce jingle. La revue de presse que j'ai pas lu. Et donc en Saône-et-Loire, on a la pyramide de Couard à Autun qui subit une importante restauration. Voilà. Moins connu que le théâtre romain ou le temple de Janus, la pyramide de Couard à Autun en Saône-et-Loire est un élément du patrimoine antique qui nécessite beaucoup de travaux. Effectivement, on voit la gueule des échafaudages, il y a beaucoup de travaux, une rénovation qui va durer jusqu'à cet été, et c'est cool qu'on prenne soin de notre patrimoine. Donc je vous laisserai voir cet article, on vous le mettra dans la description de la vidéo, nota bonus du récap, abonnez-vous, nota bonus. Une seule adresse. Ensuite, on a une grotte volcanique islandaise qui abritait un site rituel viking lié au Ragnarok. C'est ce que nous dit le Figaro. Et moi, le Ragnarok, j'aime beaucoup les vikings, j'aime beaucoup la mythologie. Voilà. Donc, les dernières fouilles menées à la caverne de Surtshellir, on va dire ça, en bordure des hautes terres, jette la lumière sur les activités religieuses menées au Xe siècle, dans les pénombres enfouies d'un tunnel de lave. La plus grande grotte du pays était un point de rencontre entre deux mondes. Nouvelle moins réjouissante quand même, hein. L'historien français Marc Ferraud est mort, on pense à toi, spécialiste du XXe siècle, de la Grande Guerre à Vichy et la décolonisation. Il a été le pionnier dans l'utilisation des images comme source historique. Âgé de 96 ans, il est décédé le 21 avril. Ça vaut le coup de vous renseigner un peu sur le personnage si vous ne le connaissez pas, de vous approcher aussi de ses ouvrages qui sont importants. Ensuite, on a France Info qui nous dit « Histoire, il y a 60 ans, Youri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. » Et d'ailleurs, à l'issue de ce voyage, Gagarin a entamé un tour du monde pour dire « Regardez, je suis premier homme dans l'espace, qu'est-ce qu'on est fort, l'URSS ?» Et du coup, il est passé en France. Et qu'est-ce qu'il a fait en France ? Eh ben, je vais vous le dire, parce que c'est l'occasion de répéter cette anecdote que je répète à qui veut l'entendre. Gagarin, quand il est venu en France, eh ben, il a bouffé avec mon grand-père. Eh ouais, mon grand-père à moi, il a mangé avec Gagarin. Un truc de fou, non ? En tout cas, c'est ce qu'il me racontait quand j'étais petit. Donc ça se trouve, c'est faux. Hein. Mais bon, moi j'y crois que mon grand-père il a mangé avec Gagarin. Peut-être une raclette, qui sait ? Qui sait ? On passe maintenant à la revue des sorties des livres. Mais oui, évidemment, les livres, c'est tout de suite. Une ligne mythique, paquebot français et britannique sur l'Atlantique Nord entre 1890 et 1940. Qui a écrit ce chef-d'œuvre ? Il s'agit d'Antoine Reich. Qui est Antoine Reich ? Il s'agit du camarade Istoni, bien évidemment, Istoni, voilà. Je suis très très content que son bouquin soit sorti, voilà, aux presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. Il est tout beau, tout chaud, hein. C'est une version éditée en gros de sa thèse, qui est disponible aussi d'ailleurs sur internet, gratuitement. C'est gratos. Donc, mais pour le soutenir, vous pouvez aussi acheter son bouquin, il le mérite. C'est un texte qu'il a remanié évidemment pour que ça soit un peu plus digeste, il l'a retravaillé, il a ajouté des illustrations parce que moi j'aime bien les illustrations, hein, c'est joli, puis ça permet de se rendre un peu mieux compte. Donc n'hésitez pas à passer déjà les commandes chez l'éditeur, une ligne mythique d'Antoine Reich aux presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que Istoni sur sa chaîne, qui est vraiment une chaîne d'utilité publique aussi en histoire, vient de lancer son site Hello Asso, c'est le site qu'il a choisi pour le soutenir financièrement. Donc si jamais vous avez quelques euros à donner pour soutenir le travail d'Istoni, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne et sur son site HelloAsso et filer même 1 euro ou 2 euros, c'est déjà super bien et ça permettra de soutenir son boulot. Voilà. Istoni qui d'ailleurs travaille sur l'émission de temps en temps. Cette année, on pourra le retrouver sur Twitch en juillet, il me semble, en entretien avec nous pour parler de la Transat. Et bien évidemment, on a quelques épisodes de prévus qui vont parler bateau sur la chaîne YouTube. Donc il faudra être patient pour cette année. Ensuite, on a un autre bouquin que je voulais vous présenter, celui de Walter Breuer Hostel, Les Maréchaux
de l'Empire. Voilà, ah, on me dit je parle pas de Napoléon. Bah voilà, alors ça parle pas vraiment de Napoléon en vrai, ça parle des maréchaux. Mais du coup, vous pouvez retrouver ce bouquin donc aux éditions Perrin. On va dire qu'après le trop-plein effectivement du 5 mai sur Napoléon, moi j'ai pas fait d'épisode dessus parce que vraiment ça me gonfle tout l'engouement, la fascination idéologique, spirituelle, religieuse autour de Napoléon, ça me gonfle un petit peu. C'est-à-dire que évidemment le sujet est intéressant d'un point de vue historique, évidemment c'est intéressant. Mais là, c'est en ce moment c'est full bullshit. Dans une période comme ça, on peut pas communiquer clairement sur Napoléon sans que tout de suite on se fasse démonter si on n'est pas dans la glorification, quoi. Et moi, ça me gonfle un petit peu. Et là, je me dis que s'intéresser à cette période-là, qui est un contexte historique extrêmement riche par un autre axe que Napoléon, à savoir ses maréchaux, on reste quand même dans la thématique, et bah c'est intéressant aussi. Ça veut pas dire qu'un jour je traiterai pas Napoléon sur la chaîne, hein, clairement, mais j'aimerais pouvoir rencontrer un historien qui vaut le coup vraiment sur Napoléon et qui soit pas dans cette espèce de survalorisation de Napoléon Superstar, clairement. Parce que c'est souvent le cas, et je pense que c'est bien de nuancer aussi les choses. On a le camarade Gilda, Mister Geopolitics, qui vient de m'envoyer, donc, alors il y a son bouquin, Les aventures Mister Geopolitics, donc ça c'est vraiment cool aussi, aux éditions First. Prêt pour un shot d'adrénaline ? Youtubeur, grand reporter et parfois aventurier, Gilda le Prince a pour credo de découvrir et mieux comprendre le monde. Embarqué avec lui pour des découvertes aux quatre coins du globe. Voilà, et donc c'est bien, il fait du bon taf en général le camarade, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et il vient même de sortir sa BD aux éditions Soleil, le même éditeur que moi, hein, pour la BD, donc voilà, une bonne petite BD aussi, sur la déforestation plus précisément. Puis on peut vite fait quand même finir sur la BD des Compagnons de la Libération, dédiée là à Philippe Kiefer aux éditions Grand Angle. On en a déjà parlé sur la chaîne Nota Bene, où on avait fait toute une série de 10 épisodes sur les Compagnons de la Libération, ces Français résistants de la première heure pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Édition Grand Angle, ils ont plein de contenu là-dessus, et c'est vraiment top. On passe maintenant à la rubrique film, série, exposition. Générique. 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 Un espion ordinaire avec le camarade Benedict Cumberbatch, qui est un film d'espionnage durant la guerre froide et surtout pendant la crise de Cuba, 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wine se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles à Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Ça a l'air bien, hein ? Bon, en tout cas, on a un truc qui parle d'histoire et qui sort en juin sur la guerre froide avec Benedict Cumberbatch, qui est pas un branque hein, sur ce qui concerne le jeu d'acteur. Moi je l'aime bien, donc n'hésitez pas à vous intéresser au film, tout simplement. Ensuite on a une super exposition sur le chemin de fer, voilà, à Pékin, de Pékin à Kouh, créé par les Belges. Une exposition temporaire jusqu'en octobre à Train World à Bruxelles. Donc c'est voilà, le voyage en train. Ça a l'air d'être assez cool aussi comme expo. Et vous retrouverez le lien encore une fois en description. On peut ensuite passer au radar des sorties jeux vidéo, évidemment. Générique, Valentin, en 3D hein, s'il te plaît, avec des explosions et tout. Hein. L'extension d'Assassin's Creed qui s'appelle La Colère des Druides. La Colère des Druides qui sort le 13 mai. Première extension d'Assassin's Creed Valhalla. Il faut savoir qu'en fait Ubisoft, ils m'ont contacté, ils m'ont dit Ben, on aimerait beaucoup que tu fasses une voix dans Assassin's Creed Valhalla, La Colère des Druides. Et il m'a même proposé un rôle cool. Hein, d'un gars, alors c'était marqué hein, le personnage sans spoiler, c'était un gars qui était pervers et sadique.
mais en fait le truc malheureusement c'est que ça n'a pas collé avec mon emploi du temps et j'ai pas pu me libérer dans les deadlines impartis pour les enregistrements de voix, sinon je devais enregistrer avec le type qui fait la voix d'Evor et tout, donc j'ai le seum, voilà, mais c'est comme ça, des fois il y a des projets super cool qui ne se font pas, celui-là en fait partie. Le 18 mai, donc, Siege Survival, qui est un jeu de gestion de siège médiéval, mais côté assiégé, hein, avec des mécaniques qu'on peut retrouver un petit peu dans This War of Mine, et en plus il y a la démo qui est gratos, elle est gratos, elle est là sur Steam, donc n'hésitez pas à aller la faire. Chivalry 2 va sortir, de la guerre comme on les aime, autant des chevaliers. Ah, ça va être bien. Ça va être bien. Moi oui. Oui. Ah oui. Ça sert à rien de me faire le discours, je l'achète déjà, je le sais. Voilà, bon, du coup, ça sera pour moi Day One, et clairement on y jouera, on y jouera sur la chaîne. Voilà les amis, les petites annonces quand même de fin. On embringuera sur le 17, sur le prochain épisode autour de l'histoire de la Chine, et on ira faire un petit tour du côté de la cité interdite. On va notamment revenir sur la partie architecture et symbolique autour de la cité interdite. C'est mind blow, hein, vraiment ce qu'ils ont fait, c'est fou. Et puis, autre annonce, le 16 mai, sur Twitch, on fera un quiz histoire avec notre partenaire Aorus, donc on aura des camarades du Falcon Crew qui seront avec nous, je sais pas encore qui exactement y aura, mais on fera un grand quiz histoire, vous pourrez participer aussi de votre côté, tenter de répondre aux questions. Alors bien sûr il y aura des questions un peu dures et puis des questions beaucoup plus faciles, on va jouer avec des gens qui ne connaissent pas grand chose à l'histoire et on va pas leur en vouloir, donc on aura des questions aussi autour de la pop culture et de l'histoire, ce genre de choses. Bref, ça va être accessible, ça va être fun, on l'espère, donc soyez là, le 16 à 21h. Medieval TV, le crowdfunding avait échoué sur la première mouture de Medieval TV, donc qui est une web télé qui regroupe plein de vidéastes, histoire notamment, et d'autres spécialistes qui vont créer des formats pour cette web télé là. Le projet n'est pas abandonné, il continue, et donc vous pouvez les suivre sur leur réseau si vous voulez participer à la campagne de financement. Moi je serai sur cette plateforme là spécifiquement pour un format que je vais développer avec Fabien Muller, qui va être un format autour de la cuisine. Voilà, c'est cuisine histo, on va revenir sur des grandes recettes, on va apprendre à cuisiner des trucs. Voilà. Et ce sera sur Medieval TV. Si le projet se concrétise, vous pouvez aller du coup sur les réseaux Medieval TV pour vous renseigner si ça vous tente. Bon, et bah écoutez les amis, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Merci à Tanguy et à Kali pour la préparation de cette émission. Salut tout le monde, à très vite. Ciao.